me présente, je suis Christophe Beaujean, je travaille à la Chambre régionale d'agriculture sur ces questions de changement climatique depuis 4-5 ans. Donc on ne va pas parler, habituellement je parle d'adaptation au changement climatique, mais là on va parler d'atténuation au changement climatique. Je vais expliquer les deux termes vite fait en introduction. L'idée étant de... Pourquoi cette conférence? L'idée étant de faire le lien pour le grand public entre énergie, gaz à effet de serre et climat. En fait, tous ces trois ensembles sont liés. L'idée, c'était de vous parler de ça. Et je vais justement commencer par une introduction un petit peu bizarre sur l'énergie. L'énergie d'un point de vue français. Là, je vous ai mis le bilan énergétique de la France en un an. C'est-à-dire tout ce qu'il faut comme énergie pour injecter dans l'industrie française. Souvent on nous dit la France c'est un pays nucléaire, donc on pense à l'électricité automatiquement. Mais tout ne tourne pas à l'électricité. Donc on a du 44% de pétrole qui vient importé à 100%. Charbon plus trop. Du gaz fossile. Alors du gaz fossile, c'est du gaz qui vient souvent chez nous de Russie, de Norvège, de mer du Nord. Et les énergies renouvelables, on va en parler bien entendu. Donc ça, c'est bien d'avoir en tête le mix énergétique de la France, en ayant conscience, pétrole, ensuite électricité. Donc électricité à 75% nucléaire, donc on ne va pas rentrer dans le débat du nucléaire, mais c'est vrai, faiblement carboné, parce que si on fait de l'électricité avec du pétrole et du gaz, forcément, ce mix énergétique aura une toute autre tête. Mais voilà pour l'introduction. Je vous présente ce camembert sous forme de barre, et on va exprimer ça sous forme de tuyaux. Et c'est exactement la même chose. Et ces tuyaux, on va essayer de les suivre pour voir quel secteur utilise quoi. Donc vous voyez à gauche, j'ai représenté, bon mon charbon, j'en parle pas, surtout la deuxième barre, pétrole. Ensuite, gaz, chaleur, électricité et énergie renouvelable. On va suivre dans quel secteur ça va. Vous voyez que le premier secteur émetteur en France, c'est les transports. Et les transports sont fortement dépendants du pétrole. Bon, ça, vous ne l'avez pas découvert. Vous voyez une petite barre verte quand même qui vient alimenter les transports. Vous savez ce que ça veut dire? C'est quoi qui fait tourner Électricité, je pense qu'on ne verrait même pas la taille du trait. Bioéthanol, non? Le biocarburant. Enfin, il faudrait plutôt l'appeler agrocarburant. On est d'accord? Donc c'est grosso modo, pour info, la moitié de la surface de colza en France qui part dans les réservoirs de vos véhicules en faisant du bioéthanol. Voilà un petit peu pour les transports, donc forte dépendance au pétrole. Ensuite, on a le résidentiel, donc là on a un mix énergétique. Certains se chauffent à l'électrique, c'est le jaune. Au gaz, c'est le gris. Au fioul, c'est le gris foncé. Et un petit peu d'énergie renouvelable. Principalement, ça va être quoi? Chez les particuliers, c'est le bois. Le bois énergie qui va vraiment être le gros pour chauffer, grosso modo, le résidentiel. C'est le bois énergie principalement. Bon, ensuite, je passe vite. Les industriels, mix énergétique, ça nous intéresse moins, le tertiaire. Et arrive le dernier secteur, agriculture. Et là, on peut être surpris quand même de la note énergétique finale à la fin de l'année de l'agriculture. Parce que vous voyez, alors, je n'ai pas parlé de l'unité, mégatep, mais grosso modo, mégatep, c'est pour éviter de trimballer des zéros avec les kilowattheures. Mais c'est des kilowattheures derrière. Agriculture, c'est 4 sur 155. Autrement dit, 3% de la note énergétique française pour faire tourner toute l'agriculture française. Ça paraît peu. Mais on va zoomer sur ce secteur agricole. D'après vous, que consomment les agriculteurs en énergie, principalement? Électricité, pour faire tourner par exemple une laiterie, un bâtiment d'élevage, une serre, faire du fromage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie?
est la principale. Le fuel dans les tracteurs, hein, on est d'accord. D'après vous, c'est quoi la proportion? Fuel dans les tracteurs, vous voyez dans le camembert de bleu à droite, grosso modo c'est 50%. Alors oui, en introduction tout à l'heure je vous ai dit 4 mégatep, c'est peu, mais vous voyez quand je trimballe les zéros, 46 milliards de kilowattheures. Donc c'est peu quand on parle en mégatep, mais dès qu'on transforme ça en kilowattheures, forcément ça change tout. C'est pour éviter de se trimballer les zéros qu'on parle en mégatep. Donc les agriculteurs, grosso modo, c'est les tracteurs pour moitié. Je rajoute en bas véhicules utilitaires, donc tout ça c'est pour faire des voitures ou des tracteurs, donc c'est du fuel en bleu. Ensuite, ça va être en haut, vous voyez séchoir, donc ça va être du gaz souvent, et puis tout ce qui reste, ça va être de l'électricité, grosso modo. Donc vous voyez un petit peu le mix énergétique pour faire tourner le secteur agricole en France. Seulement 4 mégatep et principalement du fuel pour les tracteurs et pour les voitures. Donc, on va revenir à notre sujet quand même, parce que je suis censé vous parler de gaz à effet de serre. Comment sont produits les gaz à effet de serre principalement? En brûlant de l'énergie fossile. C'est-à-dire que là, on parlait du fuel des voitures, dès qu'il va y avoir combustion dans le moteur, je vais mettre du CO2. Dès que je vais brûler du charbon, brûler du gaz, c'est comme ça que ça va émettre du molécule de CO2. Là, vous avez les secteurs qui sont les plus émetteurs, à savoir, donc là, c'est les consommateurs d'énergie, et je vais vous mettre, d'après vous, quel est en termes d'émissions de tonnes équivalent CO2, donc d'émissions de gaz à effet de serre, quel est le secteur qui émet le plus en France? Sachant que les secteurs, vous les avez à gauche. Donc à gauche, vous avez les consommateurs d'énergie. Maintenant, je vais vous mettre un graphique en termes d'émetteurs de gaz à effet de serre. Vous me suivez? C'est transport. Hein. Pourquoi? Parce que transport à gauche, c'était le plus gros. Or, fortement dépendant au pétrole. Le pétrole, quand il brûle, il émet du CO2. Donc on se retrouve avec le transport, particulier plus poids lourd, hein, avec fortement émetteur de GES. Arrivant de l'industriel, bon, c'est assez cohérent, il était quand même dépendant des émissions de fossiles, bon, résidentiel, etc. Mais arrive un truc un petit peu contre-intuitif, où je vous ai dit que les émissions de gaz à effet de serre étaient dues à la consommation d'énergie fossile. L'agriculture, il a beau en consommer beaucoup, on part de 3%, mais on se retrouve avec 19% de responsabilité d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, il y a un truc un peu contre-intuitif, puisque je vous ai dit que le gaz à effet de serre était lié à consommation d'énergie fossile, et on se retrouve avec une agriculture qui était négligeable d'un point de vue énergétique, et qui se retrouve avec 20% des gaz à effet de serre au niveau français. Pourquoi? Je vous la pose la question. Voilà. C'est parce que les gaz à effet de serre, pour l'instant, je vous ai dit que c'était que du CO2, quand on brûle de l'énergie fossile, mais en fait, il en existe deux autres. Élevage, donc c'est quel gaz à effet de serre? Le méthane. Et il en existe un troisième, lié aux engrais, c'est vrai, mais qu'on appelle le protoxyde d'azote. Ça, les agriculteurs me l'oublient à chaque fois, et pour un céréalier, grosso modo, ça va être celui qui l'émet le plus. Donc, bilan, pour caricaturer un petit peu tous les autres secteurs, à savoir transport principalement, et tous ceux qui consomment de l'énergie fossile, ils émettent du CO2, c'est le camembert rouge. L'agriculture, même si ce n'est pas du 100%, il va émettre ces deux gaz à effet de serre un petit peu spécifiques, qui sont le méthane et le protoxyde d'azote, qui vont être des gaz à effet de serre, grosso modo, agricoles. Bon, c'est pas vrai à 100%, hein, il y a d'autres secteurs qui émettent du méthane et du protoxyde d'azote, hein, mais grosso modo, ce sont les gaz à effet de serre agricoles. On va zoomer sur l'agriculture, donc là vous avez ce camembert rouge, bleu, jaune, c'est les 3 gaz à effet de serre en France, tous secteurs confondus. Donc c'est pour ça que souvent, on dit les gaz à effet de serre, c'est le CO2, parce que tous secteurs confondus, eh ben, 75% c'est responsabilité du CO2. Mais quand on parle du secteur agricole, on peut plus se permettre de réduire les gaz à effet de serre au CO2. Pourquoi? Parce que regardez, quand on zoome sur l'agriculture, le CO2 ne se retrouve plus qu'à 12% responsable des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, je suis uniquement secteur agricole. 12% de CO2, et on a vu que c'était pour grosse moitié du fuel dans les tracteurs. Et puis autre. Ça, vous l'avez vu.
Ensuite, à gauche, on retrouve le méthane. D'où vient le méthane? Ça, souvent, vous le savez. Fermentation entérique des ruminants, à 80% bovins. N'oublions pas que comment on fabrique du méthane quand il y a présence de matière organique en phase anaérobie. C'est le cas dans le rumen d'une vache, mais c'est aussi le cas au cœur d'un tas de fumier ou au cœur d'une fosse à lisier. Donc, du stockage de fumier, de lisier qui attend pendant 6 mois au champ dans une fosse, c'est de la matière organique en phase anaérobie, comme dans le rumen d'une vache. On va produire du méthane quand on stocke du fumier au champ. Bon, c'est genre, je sais pas les chiffres en tête, mais genre, on va dire 10% sur 45. C'est pas négligeable quand même cette histoire de gestion des effluents des éleveurs qui va produire du méthane. Donc en fait, il produit du méthane à l'intérieur du tas de fumier, ça s'échappe, ou avec le télescopique, il ouvre le tas et le méthane s'en va. Donc c'est un puissant gaz à effet de serre, puisqu'on estime que le méthane va être, en termes de puissance gaz à effet de serre, 25 fois supérieur au CO2. Ou 30 fois. Ou 30 fois. Donc, ça, c'est un gaz à effet de serre spécifique élevage, et notamment élevage de ruminants. Maintenant, le dernier, mais quand on va s'adresser à un céréalier, ce sera le premier, puisque vous voyez, hein, quand je vais voir un céréalier, vous enlevez le camembert bleu, puisqu'il n'émet pas du tout de méthane, un céréalier, le céréalier va se retrouver avec N2O principalement, et un petit bout de CO2. N2O, d'où ça vient? Alors là, soit je rentre dans le dur ou pas, vous me dites, parce que N2O, c'est compliqué. Bon, je ne sais pas si je vous la fais simple, parce que là, vous n'allez rien voir. Donc en fait, je vais vous mettre un schéma très compliqué, et puis je vais vous le faire simple. Là, je vous ai mis le cycle de l'azote. Au centre, NO3, nitrate, c'est ce qui est assimilable par les plantes. Grosso modo, les agriculteurs, s'ils veulent faire pousser leurs plantes, il faut que les plantes aient accès au nitrate. Deux solutions pour l'apporter. Soit sous forme minérale, soit en agriculture biologique, ils se refusent d'utiliser des engrais de synthèse, ils vont aller chercher des effluents d'élevage, des couverts, des légumineuses. Mais c'est la même chose, puisqu'en dégradant la matière organique, ça passe par NH4, par NO2, et ça arrive à NO3. C'est juste moins direct. Bon, mais l'idée de ce schéma, c'est pour vous dire que le nitrate, malheureusement, il n'est pas du tout stable. Quand on l'apporte sous forme urée ou lisier de porc, il va avoir une fâcheuse tendance à se volatiliser. C'est la première flèche violette au milieu, volatilisation. Le NH4, hop, se barre en NH3, il devient gazeux, et l'agriculteur est pendu, et il y a peut-être 20% qui s'est volatilisé, échappé. C'est une perte nette pour l'agriculteur. Volatilisation de l'ammoniac, il croit avoir apporté 100 unités, 80%, enfin 20% c'est déjà envolé dans l'air. Deuxième perte, s'il en apporte trop au mauvais moment, en hiver, en sol filtrant, vous avez les nitrates qui sont lessivés. Vous connaissez, ça nous a donné la directive nitrate. S'il a un sol, vous avez vu la petite pointillée marron en bas, aérobie en présence d'air, anaérobie, j'en ai un peu parlé pour le carbone, c'est un peu la même chose pour l'azote. En phase anaérobie, les micro-organismes qui dégradent ces molécules d'azote, qui nous font le cycle d'azote, vont moins bien travailler et vont produire. Grosso modo, les équilibres vont mal se faire, et vous voyez les flèches en rouge, c'est dans ces conditions qu'on va produire du protoxyde d'azote. Et c'est ça la source essentielle de production de gaz à effet de serre pour un céréalier. Ce sont les micro-organismes du sol qui, en dégradant la molécule d'azote, vont mal travailler dans des conditions anaérobie, bref, pas assez d'oxygène dans le sol, qui vont produire cette molécule de protoxyde d'azote. Molécule de protoxyde d'azote qui a un pouvoir de réchauffement 300 fois supérieur au CO2. Donc quand vous voyez les graphiques là, de tout à l'heure, j'ai pris ce pouvoir de réchauffement en compte dans ces graphiques. Donc les N2E en nombre de molécules, on a peut-être 300 fois moins. Mais comme il a un pouvoir de réchauffement 300 fois supérieur au CO2, ce graphique, je le parle en tonnes équivalent CO2. Vous m'arrêtez s'il y a une question. Donc ce graphique compliqué, c'était juste pour insister sur les céréaliers. Ils sont producteurs de gaz à effet de serre aussi, liés aux micro-organismes des sols. Donc,
comprenez que c'est plus compliqué pour agir, puisqu'il faudrait demander à tous les micro-organismes du sol de ne plus produire ce protoxyde d'azote. Assez compliqué. Mais il existe des solutions, on va le voir. Voilà pour cette production de protoxyde d'azote. Souvent, il est oublié par les agriculteurs. Et vous parlez que des céréaliers, là, dans ce cas-là, mais les éleveurs, c'est la même chose quand ils dépendent de leur fumier sur les prairies. Exactement, exactement. Là, c'est plus une question de céréaliers, on est d'accord. L'éleveur va épandre des effluents d'élevage, c'est moins direct, NH4, NO2, NO3. Mais dans ces phases-là, il va produire du protoxyde d'azote. Donc un éleveur aussi produit du protoxyde d'azote, on est d'accord. C'est pas... En fait, c'est un agriculteur bio va produire du protoxyde d'azote. Dès qu'on va mettre une molécule d'azote, organique ou minérale, on va produire du protoxyde d'azote. Bon, vous voyez, par contre, il y a cette question aérobie, anaérobie. Donc on en parlera sur les leviers d'action, où là, il y a peut-être un potentiel pour moins en émettre. Ce que vous devez retenir de ce schéma-là, c'est que la molécule d'azote, elle nous embête quand même pas mal. Parce qu'elle se volatilise, elle se lessive et elle produit des gaz à effet de serre. Et du coup, là, moi, je suis censé vous parler de gaz à effet de serre, donc souvent on associe ça au carbone, et je suis en train de vous parler d'azote depuis tout à l'heure. Pour vous faire le lien entre la fertilisation et les émissions de gaz à effet de serre, à cause de ce protoxyde d'azote. Donc c'est assez contre-intuitif, mais grosso modo, c'est la fertilisation qui va avoir un impact majeur sur vos émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, céréaliers, mais quand je dis céréaliers, non, je devrais dire tous ceux qui mettent de l'azote sur sol pour faire pousser les sols, pour faire pousser des plantes. Donc, je fais le lien avec le changement climatique. Là, je n'arrête pas de vous parler qu'on émet des gaz à effet de serre, CO2, N2O, protoxyde d'azote, CH4, méthane, et ça fait une certaine concentration de gaz à effet de serre. Il y a 60 ans, il y avait, par exemple, si je prends uniquement le CO2, 0,02% de CO2 dans l'atmosphère. Et on avait une certaine température. Le principe des gaz à effet de serre, vous voyez, c'est un petit peu le principe d'une serre. Vous avez les rayons du soleil qui pénètrent sur la planète Terre, ils sont réfléchis. Et ces fameux gaz à effet de serre, CO2, CH4, N2O, vont avoir le pouvoir de réfléchir les infrarouges sur Terre. Et vous voyez la flèche rouge qui revient et qui va permettre de nous réchauffer. Ils sont essentiels, hein, ils sont d'origine naturelle. C'est la vapeur d'eau par les nuages qui est là depuis l'origine des temps et qui nous permet d'avoir 15 degrés sur Terre et qui nous permet d'avoir une température compatible à la vie. Donc des gaz à effet de serre naturels, il en existe. Problème, depuis 50 ans, des gaz à effet de serre d'origine humaine sont venus augmenter cette concentration-là et la flèche rouge qui descend est venue augmenter. À l'horizon 2100, si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre que l'on fait aujourd'hui, les experts nous annoncent que cette flèche rouge, elle nous donnerait 8,5 watts par mètre carré de soleil supplémentaire, de puissance supplémentaire. Pour les puristes, c'est le scénario RCP 8.5 qui nous emmènerait sur plus 4 degrés à l'horizon 2100 si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre que l'on fait aujourd'hui. Donc ça, c'est pour vous faire le lien, enfin je ne fais pas la démonstration, hein, j'estime que vous en êtes convaincus, le lien entre émissions de gaz à effet de serre humaine, anthropique, et réchauffement climatique, à cause de ce phénomène-là. Et maintenant, j'en viens sur, je ne sais plus trop, ah si quand même, là c'est exactement la même diapo qu'en introduction. Vous avez tous les secteurs de contributeurs en émissions de gaz à effet de serre, on retrouve l'agriculture 20%, derrière le transport à 30%. Aujourd'hui, le gouvernement vient de signer cette année la stratégie nationale bas carbone. Vous en avez entendu parler. Que dit ce texte? En 2050, donc là vous voyez, vous avez le chiffre 0, tout ça c'est les émissions de gaz à effet de serre. Si vous voulez retenir un chiffre, c'est 400 millions de tonnes équivalent CO2 émis tous les ans en France. Vous voyez quand même que l'agriculture, j'ai dit qu'il émettait 20% de gaz à effet de serre, mais vous voyez un truc qui est apparu en bas. Et c'est une courbe négative. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Du stockage carbone. Et ça, l'agriculture, pour le coup, elle est un petit peu concernée par ce secteur-là. Elle va se retrouver un petit peu. Alors c'est majoritairement la forêt, mais l'agriculture va avoir le pouvoir de stocker du carbone. Et donc on va la retrouver éventuellement dans cette courbe du bas, qui est un secteur un petit peu particulier, parce que grosso modo, c'est seule l'agriculture et la forêt qui va avoir la possibilité de stocker du carbone.
Quand je stocke du carbone, si je reviens à mon graphique d'avant, je vous ai dit qu'il y avait une certaine concentration de CO2 dans l'atmosphère. Mais dès qu'on va la stocker dans du bois, dans autre chose, on va limiter la concentration dans l'air. Donc ça va être bénéfique, puisque c'est une technique pour limiter la concentration dans l'air. En 2050, on a signé neutralité carbone en 2050, ce qui signifie que la courbe au-dessus de zéro devra être égale à la courbe en dessous de zéro. C'est sacrément ambitieux. Autrement dit, tous les secteurs doivent diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre de façon à, vous voyez, à passer de 400, allez j'arrondis, à 100 millions de tonnes équivalent CO2. Donc chaque secteur a des objectifs particuliers pour limiter. Vous imaginez le transport. Hein. Transport, tout à l'heure, je vous ai dit 30% des émissions de gaz à effet de serre. Regardez, en 2050, il faut vraiment inventer une voiture qui n'a plus lié au fossile. L'agriculture, vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, l'ambition est un peu moindre quand même. On sent que l'agriculture a moins d'objectifs qu'un transport ou d'autres secteurs. L'explication, elle est dans ce que je viens de vous dire. Hein. L'agriculture, elle n'émet pas beaucoup de CO2, uniquement 12%. L'agriculture, elle émet d'autres gaz à effet de serre qui sont liés au vivant. Au méthane lié aux ruminants et protoxyde d'azote aux micro-organismes des sols. D'où la complexité de gérer ces gaz à effet de serre atypiques liés au vivant. Donc c'est un peu l'explication de la barre violette, mais c'est quand même fortement ambitieux. Pourquoi? Parce qu'on doit quand même diviser la note par deux. J'arrondis, passer de 100 millions de tonnes équivalent CO2, émissions de gaz à effet de serre agricole tous les ans, à 50. Donc quand les autres secteurs vont avoir une ambition de diviser par 4, 5, 6, en fonction des secteurs, l'agriculture divisée par 2. Sol et forêt, on verra ce que c'est. Alors pour info, sol et forêt, ce sera la conférence qui aura lieu à, je ne sais plus, 14h, sur le stockage carbone. Et la thématique de la conférence, ce sera étudier ce qu'il y a sous cette courbe négative. Du coup, je ne vais pas vous en parler beaucoup à cette conférence. Mais l'idée, ce sera de creuser ce qu'il y a sous cette courbe. Mais vous avez compris la question de la neutralité carbone. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, donc vous avez compris l'objectif. Réduire ces émissions de gaz, c'est ce qu'on va voir là, comment on fait en agriculture. 2. Injecter des énergies renouvelables, ça vous le voyez sur le salon. Hein. L'agriculture a la possibilité d'injecter dans les autres secteurs de l'énergie électrique en couvrant ses hangars avec du photovoltaïque, en faisant des projets de méthanisation, en créant une molécule de gaz renouvelable, parce que rappelez-vous le premier graphique, le gaz aujourd'hui il vient de gaz fossile de Norvège et de mer du Nord. La méthanisation a cette capacité à fabriquer une molécule de gaz renouvelable. Et enfin, se chauffer, ça vous connaissez, bois énergie, chaudière, les agriculteurs ont la capacité d'exploiter des haies ou de la forêt pour les forestiers pour l'emmener en chaudière bois et produire de la chaleur renouvelable. Alors vous allez me dire, mais brûler du bois, ça émet du CO2, donc ça émet des gaz à effet de serre. Oui, mais pendant la durée de vie de croissance du bois, il a tout stocké le carbone. Donc on est sur quelque chose de neutre pour se chauffer. Quand on vient transformer une chaudière fuel en chaudière plaquette de bois, on a quand même moins émis de carbone. Pourquoi? Parce qu'on a économisé les 3000 litres de fuel. Et le bois vient là en tant que neutre en carbone. Il émet du carbone quand il brûle, mais il en a stocké pendant toute sa durée de vie. Donc on est neutre en carbone. Et enfin, accroître le stockage carbone, mais ça sera l'objet d'une autre conférence. Ah oui. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'émissions directes, à savoir ce que l'agriculture émet sur le territoire français. Vous pourriez me dire, oui, mais alors moi je suis céréalier, on exporte des céréales dans d'autres pays, ce qui est vrai. Du coup, on émet des gaz à effet de serre de par la fertilisation, mais après on exporte dans d'autres pays, donc du coup c'est normal qu'on émette plus de gaz à effet de serre. Après, c'est d'autres pays qui vont en bénéficier. Donc, vous pourriez me dire, sur les 450 millions de tonnes équivalent CO2, oui, j'avais rendu à 400, mais c'est 452, on en a qui vont aller, que d'autres pays vont en bénéficier. Donc, on pourrait imaginer retirer les émissions de carbone de par nos exportations. Et ça, on peut le faire.
Tout ce qui exporte, alors là je vous ai pris l'exemple du blé, mais c'est tout ce qu'on exporte, tout secteur confondu. Mais si on fait cette gymnastique-là, on est obligé de rajouter les importations. Et là, boum, on vient de doubler la facture. Donc ça, c'est juste pour vous faire prendre conscience que les graphiques que vous avez vus depuis le début de la conférence, ce sont nos émissions directes que l'on produit sur le territoire. Mais tout ce que nous avons apporté, c'est un autre pays qui a émis des gaz à effet de serre, mais nous, on va se servir des intrants. Je prends un exemple en agriculture. Si en Allemagne, ils ont fabriqué de l'ammonitrate, c'est eux qui ont émis le gaz à effet de serre. Mais c'est vous, agriculteurs, qui allez bénéficier de l'ammonitrate. Donc le gaz à effet de serre, il n'a pas été émis chez nous. Mais si on reste objectif, et si on fait un bilan carbone total de la filière, il faudrait inclure les gaz à effet de serre émis en Allemagne dans la facture française. Donc là, pour que ce soit plus clair, je vais prendre un exemple chez un céréalier. Un céréalier, pourquoi? Parce que c'est plus simple. Hein. Dès qu'on rajoute les ruminants, j'en parlerai à la fin de la réunion. Là, je vous ai pris blé, orge, colza, tournesol, avec un certain rendement, avec une certaine surface et une certaine quantité d'azote minéral, un agriculteur conventionnel, qui met sur ses plantes. Je fais le bilan carbone, émission directe, vous l'avez vu tout à l'heure. Le bleu, c'est le fuel du tracteur, le rouge, protoxyde d'azote. Exactement le même graphique que je vous ai montré tout à l'heure, le méthane en moins, puisqu'on est chez un céréalier. À gauche du camembert, donc là à droite, ce sont les émissions directes, produites sur la ferme en France, et à gauche, les émissions indirectes, c'est-à-dire tous vos intrants qui ont été fabriqués autre part, mais qui ont émis. Exemple, en marron tout en haut, fabrication du matériel. Parce que le tracteur, il a bien émis des gaz à effet de serre à une époque. Donc on le met en compte. Le phyto, le fertilisant, grosso modo, j'insiste sur le gros paquet vert. Le gros paquet vert, c'est quoi? C'est la fabrication d'engrais de synthèse, qui est énergivore. Donc je vous le fais autrement, je suis au 1er janvier, je décroche mon téléphone, je fais ma commande d'engrais minéral, d'ammonitrate, je raccroche le téléphone, je viens d'émettre 33%, c'est la partie verte du camembert, je viens d'émettre 33% de mes gaz à effet de serre de l'année. Si je considère que moi je suis responsable de l'industriel qui a fabriqué mon azote, c'est une vision. Vous pourriez dire aussi, moi je ne suis pas responsable, à l'industriel de se débrouiller pour trouver une solution pour fabriquer de l'azote minéral sans émission de gaz à effet de serre. C'est une vue de l'esprit. Mais on peut aussi considérer que c'est une responsabilité agricole ou industrielle. Bref, quand on fait le bilan carbone complet de la filière, il faut aller jusqu'à la source. Et la source rentre les engrais de synthèse. Donc vous m'arrêtez s'il y a des questions. Maintenant, on va commencer à parler des leviers d'action, parce que c'était quand même l'essentiel de ma conférence. Comment on fait pour moins émettre de gaz à effet de serre? Je vous ai pris un graphique, la source, si vous voulez creuser sur Internet, vous tapez INRA, gaz à effet de serre agricole, 10 potentiels d'action pour atténuer. Grosso modo, vous retombez sur ce graphique. Le graphique, il est un peu dur à lire au départ, mais c'est facile, grosso modo. La largeur du trait va nous donner les tonnes équivalent CO2 à émettre. Donc rappelez-vous tout à l'heure, maintenant c'est des chiffres que vous maîtrisez, en France on émet 450 millions de tonnes équivalent CO2. En agriculture, 100 millions, 20%. Et là vous voyez 35, 30. Et bien 30, ces actions vont pouvoir permettre d'économiser 30 millions de tonnes équivalent CO2. Sur la facture, 100. Donc on n'est pas à moins 50%, mais si on fait tout ça, on est à moins 30 sur 100. Donc la largeur du trait nous parle en millions de tonnes équivalent CO2. Et voilà, l'émission totale est à 100 millions. Donc je prends le premier levier d'action, je prends méthanisation. Et ça fait référence à ce que je vous ai dit en introduction. Un tas de fumée au champ, ou un stockage de lisier, émet du méthane. La méthanisation, c'est quoi le principe? C'est qu'on parle en flux tendu. Et dès qu'il va y avoir une tonne de fumier, alors il faut qu'il soit raclé, hein, pas en litière accumulée, ou un mètre cube de lisier, on va l'envoyer dans un méthaniseur. Ce qui fait qu'il n'est plus à l'air libre, il ne va plus produire de méthane, il ne va plus émettre de méthane. Il va en produire dans la cocotte minute, mais là on va le capter, puisque c'est le principe de la méthanisation. Il va générer du méthane, mais là on va le capter,
On va même épurer sa molécule et on va le remettre dans le tuyau. Et ça va nous faire du gaz fossile qui est la même molécule, ça s'appelle le méthane, que le gaz fossile dont je vous parlais en introduction. Donc, transformer tous les tas de fumier en France et les mettre en méthanisation, bon, c'est irréalisable. Hein. Là derrière, c'est pas ça. Hein. Ils ont pris des hypothèses qui restent réalistes. Je n'ai pas le temps de vous les détailler là, vous irez voir les détails. Mais c'est des hypothèses, genre ils n'ont pas mis 100% des tas de fumier en méthanisation. Ils ont pris des hypothèses réalistes, mais c'est pour vous donner le pouvoir de faire de la méthanisation pour éviter ces émissions de gaz à effet de serre. Si vous voulez creuser ce sujet, je vous invite à aller à la conférence à midi ou 14h qui s'appelle « La méthanisation est-elle compatible avec l'agroécologie ?» Grosso modo, pendant 1 heure, il vous parle de ça. Est-ce que la méthanisation déstocke du carbone? Est-ce que, grosso modo, est-ce que ça que je vous présente, à l'échelle d'une exploitation agricole, c'est viable, etc. Il va vous parler de couverts méthanisables, etc. Bref, si vous voulez creuser ça, vous allez à cette conférence. C'est pas moi qui l'a fait, mais je vous la conseille, vivement. Bon, vous voyez le potentiel de la méthanisation d'un point de vue émission de carbone en moins. Alors, en fait, oui, c'est ce que je vous ai expliqué là. Hein, souvent, les agriculteurs oublient que leur tas de fumier a émis du CO2. Ça, on l'oublie parce qu'on ne le voit pas. Donc, un tas de fumier au champ, que je composte ou pas, donc le compostage accélère le truc, hein, mais je fais du compostage, c'est quoi? C'est de la dégradation de la matière organique en libérant du CO2. Moi, je vais prendre ce fumier, je vais le mettre dans la cocotte minute, on fait appel à d'autres bactéries anaérobies, et ça libère du méthane et du CO2. 50% CO2, 50% de méthane. Le méthane, je vais le mettre dans le tuyau. Alors vous allez me dire, ah oui, mais il y a 50% de CO2 qui va être relargué dans l'air. Donc c'est pas encore du vrai émission de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'il a été capté à la base, dans les intrants. Demain, je pense, je vois de par les conférences, on trouvera une solution pour capter ce CO2. Pourquoi? Parce qu'il a une valeur marchande. Il y a des industriels qui achètent du CO2 sur le marché. Donc demain, il y aura un petit ajout sur les méthaniseurs existants, capter des CO2. Il y a des séristes dans la salle, injecter du CO2 pour booster la plantation des plantes, on en parle. Donc il y a une valeur marchande à ce truc-là. Pour l'instant, ce n'est pas encore opérationnel d'un point de vue industriel, mais ça va venir. Bon, l'idéal étant de mettre une serre à côté du méthaniseur, comme ça, il y a juste un tuyau à faire. Donc ça, c'était pour vous dire le pouvoir de la méthanisation, avec cette histoire de bilan carbone. Mais ça, je vous en ai parlé. La fertilisation, vous avez compris qu'en introduction, pourquoi j'ai insisté lourdement sur cette histoire de cycle azote, de toutes les pertes potentielles d'azote par volatilisation, par lessivage ou par protoxyde d'azote, et c'est parce que, en fait, les pertes ont lieu là. Donc, à partir du moment où il y a des pertes, l'agriculteur va avoir tendance à surdoser son engrais de synthèse en disant j'ai eu des pertes, donc au lieu de mettre 100 unités d'azote, je vais mettre 120 pour être sûr que ma plante ait assez à manger. C'est 20 unités d'azote en plus. Comme vous l'avez vu dans le camembert en verre, c'est énergivore pour la fabriquer. Donc vous contrebalancez votre bilan carbone et puis vous l'alourdissez. Donc demain, c'est quoi? C'est aller chercher les nouvelles technologies, par des drones, etc., pour éviter de faire une dose constante sur le champ. Aller là où la plante en a besoin, avec des cartographies les plus précises possibles. Le premier apport, peut-être pas suppression, mais limité. Souvent, on voit les agriculteurs mettre le premier apport. Forcément, il y a les conditions pédoclimatiques qui sont là, voire un peu trop tôt. Est-ce que la culture valorise bien le premier apport? La question peut se poser. L'enfouissement, c'est cette histoire de volatilisation. Rappelez-vous, quand on apporte de l'engrais sous forme ammoniacale, urée ou lisier de corps, il est sous forme NH4. Si on met la buse à palette, que tout le monde voit ce que c'est, on volatilise les fluents, il se transforme en ammoniac, NH3. Et là, c'est une perte nette. On peut arriver à du 20-30% de perte sous forme ammoniac quand on épand un lisier de porc dans de mauvaises conditions. L'idée étant de l'enfouir. Mais l'enfouir pas trop. Parce que si vous l'enfouissez trop, rappelez-vous l'autre possibilité, en phase anaérobie, l'azote enfoui, il va produire du protoxyde d'azote. Et donc là, vous allez émettre des gaz à effet de serre. Du coup, le bon compromis, j'ai envie de dire, c'est le pendillard, pour les engrais liquides, bien entendu,
Le pandillard, il arrive des inhibiteurs de nitrification, c'est grosso modo pour demander à l'urée de ne pas débobiner son NH3 tout de suite. Tout ça, vous avez dû les voir arriver chez vos coopératives ou des gosses. Donc, grosso modo, vous comprenez le levier très important par rapport à la fertilisation, de par cette émission de protoxyde d'azote. C'est le premier poste émetteur pour un céréalier, donc grosso modo, fertilisation, c'est le premier poste. L'implantation de légumineuses, je vous en ai à peine parlé, mais le pouvoir de la légumineuse, c'est quoi? Piéger l'azote. Dans mon camembert vert de tout à l'heure, je vous ai dit que pour synthétiser de l'engrais de synthèse, c'était énergivore. Elle, la légumineuse, elle le fait naturellement. De par ses micro-organismes dans ses racines, elle va avoir la capacité de capter le N2 de l'air et le transformer sous forme organique. Donc dès qu'un agriculteur va installer une légumineuse sur son exploitation, c'est de l'azote de l'air qu'il va mettre sous forme organique, et du coup il va réintroduire de l'azote dans son système gratuitement d'un point de vue geste. Bon, c'est le principe, grosso modo, forcément un agriculteur biologique qui se refuse à utiliser des engrais de synthèse devra se pencher sur ce genre de culture, puisque grosso modo c'est sa seule source azotée s'il n'a pas d'élevage. Donc il faudra forcément qu'il s'intéresse à ce genre de culture s'il n'a pas d'élevage, puisque ça a la capacité de capter de l'azote. Cette légumineuse, si je suis un céréalier, pourquoi pas la mettre dans un méthaniseur, l'azote ne sera pas perdu. Voir l'autre conférence, mais je déborde. Donc, légumineuse, levier important, et aussi c'est synonyme d'allongement de la rotation, donc ça va dans le sens de diversification, etc. Mais légumineuse, forcément, ce sera... alors vous pourriez me dire en tant que céréalier, moi je fais de la légumineuse, mais je n'ai pas une valorisation économique. J'estime que moi, en plein milieu de la Beauce, je fais de la luzerne. Qui est-ce qui me l'achète? Je suis obligé de la mettre au sol. Une légumineuse, vous allez mettre ça pendant 2 ans. Donc c'est une marge brute égale à 0 pendant 2 ans. Voire négatif, puisqu'il faut s'en occuper. Donc vous comprenez que la méthanisation peut y répondre un petit peu, mais il va falloir développer des idées économiques pour valoriser la légumineuse, parce que pour l'instant, vous peinez à trouver des débouchés. Bon, puis il y a sûrement d'autres problèmes agronomiques que je ne maîtrise pas. Économie d'énergie, bon bah ça, j'ai envie de dire, oui c'est un levier, mais rappelez-vous que c'est uniquement 12% de vos émissions de gaz à effet de serre, le fuel du tracteur. Mais vous pouvez quand même l'économiser. L'électricité pour refroidir le lait pour les éleveurs. Un pré-refroidisseur du lait vise à diminuer la facture électrique du temps calé. Il y en a qui font du maïs grain, qui le sèchent. Bon, sécher son foin avec du fioul, ça n'existe pas. Mais pourquoi pas? En tout cas, de la luzerne qui sèche avec de l'énergie fossile, ça existe. Hein, déshydratation de luzerne, ça existe. Demain, il existe du séchage solaire, donc construction d'un bâtiment. Sous la toiture, il fait chaud, on injecte le chaud sous des caillebotis, sous la matière, et vous séchez votre matière. Séchage de foin en grange pour les éleveurs, mais pourquoi pas de grains pour les céréaliers à étudier. Tout ça, vous comprenez qu'on vise à économiser du énergie fossile, du gaz. Donc ça va dans le bon sens. Économie d'énergie, du coup, ce sera aussi une piste d'action. Bon, là, on rentre vraiment dans des domaines que je ne maîtrise pas, à savoir le domaine de l'élevage, des ruminants, parce qu'on est toujours dans extrêmement complexe. Parce que on peut imaginer un éleveur qui importe ses concentrés. Il importe du soja qui vient hors de France. On imagine l'impact gaz à effet de serre sur cette chose-là. Donc on peut lui dire, déjà tu vas produire tes concentrés sur ta propre exploitation, mais il y a toujours l'aspect économique. Si le soja américain il reste moins cher que la culture qu'il fait, forcément l'agriculteur il raisonne en économie. Diminuer les concentrés, c'est facile. Moi, je peux dire à un éleveur de diminuer les concentrés, s'il divise la production laitière par 2, il ne va pas être content. Donc il faut diminuer les concentrés, mais il ne faut pas non plus baisser la production laitière. Augmenter le pâturage, c'est pareil, facile à dire, mais il faut adapter à chaque exploitation d'élevage.
Pareil. Donc là, dans la salle, on a une spécialiste qui... j'en reparlerai à la fin. Ça fait des gros yeux. Bon, animaux improductifs, vous comprenez, hein, je donne à manger un animal qui ne me donne pas de lait. C'est une perte nette, puisque j'émets des gaz à effet de serre. Parce que moi à la fin de l'année, je vais calculer mon taux d'équivalent CO2 émis par litre de lait. C'est ça mon ratio. Est-ce que je pars sur un côté extensif de la chose ou un côté intensif? Mais un côté intensif, ma vache fait 9000 litres de lait, donc je vais diviser mes gaz à effet de serre par 9000. Côté extensif, je mettrai moins de gaz à effet de serre, mais je diviserai par 7000 litres de lait. J'ai les chiffres au pif. J'espère que je dis pas trop de conneries. Bon, vous voyez un petit peu, pour vous dire à ça qu'en céréales c'est un peu plus simple et en élevage c'est toujours beaucoup plus compliqué parce que on change un critère et ça nous fait tout changer là seulement. Donc extrêmement compliqué de faire des bilans gaz à effet de serre dans un élevage puisque c'est un ensemble et on touche à quelque chose et ça change beaucoup. Et j'en finis là-dessus, je sais pas quelle heure il est, pour vous dire à ça que l'élevage on va dire, est en avance par rapport aux autres filières. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un outil qui s'appelle Cap2R, qui est un outil opérationnel de diagnostic de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, vous êtes éleveur, alors éleveur de ruminants en fait, je précise. Vous pouvez appeler un conseiller chambre, en tout cas dans le Loir-et-Cher, et la conseillère est ici présente. Elle fait un diagnostic gaz à effet de serre sur votre élevage. Donc vous avez une idée de combien de méthane vous émettez, de CO2, de N2O, à l'instant T0. Vous allez choisir des actions que je vous ai énumérées. Mais dans le domaine de l'élevage, Virginie vous conseillera beaucoup plus dans le détail que moi, plus finement techniquement. Mais vous voyez un petit peu, ça peut tourner autour de la conduite du troupeau, ça peut tourner autour de l'alimentation. Je vous ai parlé lourdement de la gestion des effluents. Stockage de fumier au champ, vous partez dans un projet de méta, si vous mettez dans le Cap2R, ça fait partie d'une action qui va limiter lourdement vos émissions de gaz à effet de serre. Grosso modo, tous les leviers que je viens d'énumérer, vous vous engagez sur ce que vous voulez, quoi, grosso modo. Un engagement, et vous signez un contrat. Pendant 5 ans, au bout des 5 ans, on revoit et on refait un diagnostic gaz à effet de serre. Et on regarde les tonnes équivalent CO2 économisées par rapport à ce que vous auriez fait si vous n'avez rien fait. Donc la courbe pointillée noire, c'est ce que vous auriez continué à faire. Et la courbe en bleu, c'est de par la mise en place d'actions. Je suis dans un projet méthanisation. J'ai implanté une haie, on en parlera dans l'autre conférence. J'ai modifié ma conduite du troupeau, je fais de la luzerne autoproduite plutôt que d'importer de mon soja américain. Vous voyez ce genre de critères. Et vous avez une tonne d'équivalent CO2 économisé à la fin des 5 ans que l'on va monétiser. C'est ça la nouveauté. C'est l'association France Carbone Agri, vous pourrez voir sur Internet, qui va se charger de mettre en corrélation les producteurs de tonnes équivalent CO2 économisées, c'est vous, agriculteurs, et des collectivités qui vont se dire, bon ben moi, collectivité, j'ai un gymnase à chauffer tous les ans, 3000 litres de fuel, je ne peux pas passer autrement. Enfin, je peux changer le fuel par une autre énergie, mais je voudrais compenser mes émissions de carbone, mais non pas en achetant des arbres à l'étranger et en ne sachant pas concrètement ce qu'il en advient. Je veux faire un partenariat avec les agriculteurs locaux sur ces émissions de carbone réellement économisées. Et là, vous pourrez voir demain une collectivité ou un industriel, sur la base du volontariat, on va dire compenser ces émissions de carbone en prenant des actions locales par les agriculteurs. Et il verra la haie implantée par l'agriculteur qui viendra économiser ces tonnes équivalent CO2 qu'il émet. C'est opérationnel en élevage, donc vous pouvez d'ores et déjà appeler la chambre dans Loir-et-Cher, mais grosso modo la chambre vous renseignera dans toute la région, sur ces histoires de diagnostic et de plan carbone. Donc diagnostic Cap2R, c'est un diagnostic, et quand vous vous engagez dans la grande démarche de monétisation carbone, c'est le plan carbone.
Si vous êtes éleveur ruminant et que vous avez des questions plus spécifiques, Virginie, vous allez la voir et vous allez lui demander, puisqu'elle en est à son 30e diagnostic, c'est pas ça? Donc elle commence à maîtriser la chose. Pour les céréaliers dans la salle, j'ai envie de dire l'année prochaine, votre outil il va arriver. Là, c'est juste qu'on est un petit peu en retard sur les outils, mais vous pouvez vous saisir l'année prochaine d'un outil. C'est tamponné du ministère. Sous-entendu, derrière, c'est pas, c'est validé, c'est objectif. Il y a des personne ne décrète combien elle stocke de carbone. C'est validé techniquement et c'est suivi. Donc c'est des outils qui sont validés par l'État. N'importe qui ne peut pas sortir son diagnostic carbone. Voilà ce qui vous attend demain. Monétisation du carbone pour essayer de rajouter un peu un argument pour vous lancer là-dedans. Bon, nous, on a fait une simulation sur un éleveur, sur des leviers d'action gentils, on va dire. On a estimé, aujourd'hui, la tonne de carbone, elle est à 30 €. On avait dit 3 000 € au bout des 5 ans, donc il ne faut pas non plus s'imaginer sur un pactole. Mais après, c'est la loi de l'offre et la demande qui fera évoluer le prix du carbone, en fonction de l'offre et la demande, qui fera évoluer si ça descend, si ça augmente. On pourra imaginer voir une vraie rémunération du carbone. Aujourd'hui, ça reste une aide, mais c'est pas ça qui va compenser un investissement, par exemple, sur un méthaniseur ou tout ça. Loin de là. Mais ça peut apporter une petite carotte. J'en ai terminé. Je suis à moins 10. Sauf si vous avez des questions. Mais sinon, j'arrête là. Est-ce que ça a répondu à vos... Oui, allez-y. Ouais, je voulais juste savoir, par rapport à ce que vous nous avez présenté, diagnostic volontaire avec l'objectif 2050, on peut s'attendre à ce que ça soit obligatoire sur les exploitations dans les quelques années à venir? J'ai envie de dire... Répéter la question. Pardon ? Répéter la question parce oui, la question étant, l'engagement du ministère, c'est neutralité carbone en 2050, donc c'est un affichage. Maintenant, vous, concrètement, vous n'avez pas d'obligation. Mais j'ai envie de dire, il y a une nouvelle PAC qui arrive. Donc je vous ai parlé, légumineuses, c'est une bonne idée au niveau carbone. Ben, moi, je ne suis pas expert PAC, hein, mais on peut s'imaginer des mesures peut-être volontaires les 5 premières années, des MAE, en favorisant les légumineuses, et puis petit à petit, c'est plus les MAE, c'est dans la PAC. Et puis voilà, enfin, vous connaissez l'histoire. Bon, après, la méthanisation, c'est différent. Hein. Oui, je suis pas revenu sur la courbe. En fait, quand je vous ai dit que la courbe était compliquée, c'est que les courbes qui sont négatives ne vous coûtent rien et doivent vous faire gagner de l'argent. Donc théoriquement, les courbes qui sont en bas sont faciles à mettre en place. Exemple, l'INRA en tout cas a estimé que gérer mieux sa fertilisation, comme ça vous évite d'en acheter plus, théoriquement, ça vous fait gagner de l'argent. Contrairement à la méthanisation où la courbe est au-dessus. C'est-à-dire que ça vous fait économiser du carbone, mais on vous demande un investissement. Donc c'est pas la même histoire. Il y en a où il faut débourser, l'autre où, théoriquement, en gérant mieux, vous allez être meilleur économiquement. Économie de fuel, voilà, 1000 litres de fuel en moins par an, si vous y arrivez, théoriquement, vous avez gagné. Voilà. Donc c'était l'histoire de la courbe du bas et la courbe du haut. Donc on va dire que les trucs faciles en bas à gauche seront plus facilement obligatoires que les courbes du haut, forcément, dans l'idée. Oui. Dans l'idée, moi je suis céréalier, l'année prochaine il y a un outil. Est-ce que sur ma campagne, ma récolte 2021, il faut que je pollue à mort? Après, on fait l'outil, et je reviens à des pratiques comme aujourd'hui, où je pilote mon azote, etc. Et là, on me rémunérera sur la différence. Oui, en fait, ma prochaine campagne... Je comprends. La question, et vous avez compris que je vous ai dit que c'était un diagnostic à T0. Donc, un gars qui est très très bon, il va avoir du mal à s'engager dans des leviers d'action pour être rémunéré, puisque le gars est déjà très très bon et économe en gaz à effet de serre. Donc là, je ne suis pas expert. Virginie, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. Mais c'est en négociation en ce moment pour essayer d'aller chercher les bases INOSIS, c'est-à-dire à savoir les moyennes régionales de votre secteur. Donc vous, secteur céréalier, on va aller chercher la moyenne régionale.
Et la base 0 sera la moyenne régionale pour vous rémunérer l'effort déjà consenti. Est-ce que ça, ce que je dis là, c'est vrai ou c'est en négociation? Pas sûr du tout. Donc ce que je dis là, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Pour l'instant, la filière laitière, il a raison, on prend une base 0, c'est la base 0 de l'année de référence. Mais c'est pas la moyenne régionale. Non. Donc non, donc ce que je dis, c'est pas vrai. C'était en négociation à un cours. Après, moi, donc... c'est sur la filière laitière, et c'est là qu'on n'a aucune idée, mais pour le non, mais tu as raison. Ouais, mais c'est dans toutes les filières ça va être pareilles. l'année de référence. C'est dans toutes les filières pareilles, de toute façon. Enfin, oui. Donc ouais, j'ai du mal à répondre à la question. Mais je suis d'accord que les très bons, c'est rageant pour eux. Dans le sens où ils ont été très bons trop tôt et c'est aberrant pour le fait de récompenser les mauvais qui vont devenir bons et pas les bons qui vont devenir... Mais on peut être bon et devenir très bon, on peut voir de ce côté-là. Je ne sais pas si ça va répondre à la question. Non. Et peut-être que si vous devenez bon à très bon, de nouveaux marchés vont s'ouvrir à vous. Moi je le vois comme ça. Demain, une filière blé bas carbone va peut-être être plus rémunérateur qu'un blé bio. Je dis ça de façon provocante. Mais pour vous dire à ça que vous, étant en avance par rapport aux autres, pour moi il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Et demain, je vois bien le paquet de pâtes avec une étiquette verte sur le paquet, bilan carbone positif. Vous, c'est une rémunération que je vois supplémentaire. Donc, pour moi, être en avance sur ce genre de questions, vous êtes dans la phase un peu bizarre parce que vous ne voyez pas le marché qui s'ouvre. Mais j'ai l'impression que ça va arriver. C'est une impression seconde. Plus d'autres questions? Eh bien, j'en finis là. Merci à vous tous. Et puis, je vous conseille, si vous voulez creuser la méthanisation, je fais de la pub pour midi, Grégory Vrigno, si vous voulez l'écouter. Je ne sais plus si c'est là ou l'autre salle. Et puis sinon, moi, si vous voulez approfondir le stockage carbone en agriculture, j'en ai pas du tout parlé, je vous fais la conférence à 14h, ce qui s'appelle le stockage carbone en agriculture, et qui va détailler les pistes pour stocker plus de carbone en agriculture. Parce que là, vous avez compris, on a parlé uniquement d'émissions de gaz à effet de serre, comment moins en émettre. Cet après-midi, c'est comment plus se stocker. Mais il va falloir faire les deux. C'est à 14h ça. 14h, c'est voilà, stockage carbone, vous me confirmez? Mais en fait, je ne sais pas, je vais vous dire exactement. Donc en fait, parce que moi je tourne de salle, hein. Donc 14h, c'est stockage carbone, c'est dans l'autre salle. Ensuite, à midi, vous pouvez aller voir méthanisation au service de l'agroécologie, ce sera ici. Et puis après, bah, oui, à 15h, je refais la même. Donc vous ne venez pas à 15h ici. Voilà, et bah, bonne continuation, bon salon.